Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et de Check First, avec Guillaume Custer et Sophie Bonduel-Chénaud. Odile, le podcast est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Odile, le podcast. Nous parlerons dans cet épisode de la plateforme de vidéos courtes TikTok, de son essor sur le continent africain et des nouveaux défis que cela pose, particulièrement en matière de désinformation et d'ingérence étrangère. Avec moi pour animer ce podcast, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et nous recevrons aujourd'hui Kemal Afanian, qui est spécialiste des médias numériques et coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest au bureau Afrique d'Internet sans frontières. Il travaille également pour les Nations Unies en tant que spécialiste des droits numériques. Il nous rejoindra tout à l'heure depuis Cotonou, au Bénin. TikTok s'illustre assez bien dans la désinformation politique en Afrique et ça se passe à travers des attaques ciblées envers des communautés spécifiques avec le recours à des faits liés à des violences préélectorales ou post-électorales pour accentuer la peur auprès des communautés qui sont ciblées, qui sont attaquées. Mais avant d'en entendre plus, voici les nouvelles du secteur de la lutte contre la désinformation. Un bon professionnel a besoin de bons outils, et c'est exactement avec une boîte à outils pour vérificateurs de faits que nous ouvrons cette page d'actualité. L'initiative est signée Code for Africa, Deutsche Welle Academy et MethodKit. Le but de cette boîte à outils est d'aider les rédactions qui souhaitent mettre en place ou développer des initiatives de vérification des faits. Vous y apprendrez à concevoir, construire et former votre équipe aux pratiques durables de vérification des faits, ou encore à concevoir des contenus de vérification des faits adaptés à votre public. Elle est disponible dans plusieurs langues, dont le français. Vous pouvez demander à le télécharger gratuitement sur le site de methodkit.com. Vous connaissiez les food trucks, ces camions où l'on sert des repas à emporter? Eh bien voici le news truck. Il s'agit d'un camion où l'on retrouve non pas des sandwichs, mais des journalistes, pour parler ensemble de la fabrique de l'information et des fausses nouvelles. Cette initiative est française et elle est signée Lumière sur l'info, une association qui lutte contre la désinformation auprès des publics jeunes. Le news truck sera en tournée en Île-de-France et dans l'Oise du 1er au 19 novembre prochain. Vous pouvez retrouver le programme complet de cette tournée sur le compte X de Lumière sur Info. Et on continue avec cette étude sur la désinformation et les enfants. Elle montre que pour rendre les enfants plus vigilants face à la désinformation, il faudrait justement les exposer à plus de désinformation. C'est le résultat d'une étude publiée par la revue Nature Human Behavior, rapportée par l'agence Science Presse, par ailleurs membre d'Odile. Elle a été menée auprès d'enfants âgés de 4 à 7 ans. Elle souligne aussi la nécessité d'initier les petits-enfants à des bases de la vérification des faits. Et pour tout comprendre, vous pouvez lire l'article de Pascal Lapointe sur le site de l'agence Science Presse au Canada. Est-ce que vous vous intéressez au mécanisme des campagnes d'ingérence étrangère? Si oui, la Fondation Descartes, membre d'Odile, organise un colloque à Paris le 26 novembre prochain. Justement, sur le thème « Information et désinformation en temps de conflit, comprendre et faire face aux ingérences informationnelles étrangères ». Les préinscriptions sont ouvertes, mais dépêchez-vous, il y reste peu de places en présentiel. Mais vous pouvez également vous inscrire pour assister en ligne au colloque. Rendez-vous donc le 26 novembre pour cet événement de la Fondation Descartes. Vous trouverez plus d'informations dans l'infolettre de l'organisation. Kemal Afanian, bonjour. Bonjour. Alors on le sait, TikTok a pris les jeunes Européens et Américains comme un raz-de-marée. On sait que ça commence aussi à prendre sérieusement sur le continent africain, notamment en Afrique francophone et au Bénin. Peut-être avant de commencer à parler de la propagation de la désinformation sur cette plateforme, j'aimerais qu'on puisse se rendre compte de l'importance qu'elle a dans les pays d'Afrique francophone. Merci pour votre question Guillaume. Pour y répondre, je dirais que TikTok aujourd'hui bénéficie effectivement d'une grande popularité auprès des mobinautes africains. Alors, TikTok, déjà, c'est une application qui, de base, sert entre autres au divertissement. Donc ça, c'est un petit aspect qui lui permet de se démarquer dans le paysage numérique africain. TikTok se
caractérise aussi par cette capacité qu'elle a aujourd'hui à être... donc l'application est disponible dans des zones assez reculées, donc dans des villages par exemple, des centres non urbains, non urbanisés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui lui permet de se démarquer par rapport à d'autres concurrents. Alors, au-delà de ces deux observations, TikTok se caractérise aussi par son format unique de vidéos courtes. Donc, c'est en général une durée comprise entre 15 secondes et 30 minutes. L'inscription à TikTok est ouverte à tout le monde. C'est vrai qu'en général, on pense souvent aux ados, aux adolescents quand on fait allusion à TikTok. Mais aujourd'hui, vous avez, quand vous allez en Afrique, par exemple, vous avez tout le monde qui est là-dessus. Récemment, j'écoutais un député togolais, par exemple, qui disait qu'il y a des personnes âgées qui le suivaient dans la vraie vie, lui disent ah tiens j'ai bien aimé ce que tu as écrit, t'as raconté sur TikTok hier. Donc ça c'est aussi quelque chose qui permet de se démarquer dans le contexte africain. Ces dernières années, TikTok, c'est aussi une application qui bénéficie d'une ascension fulgurante en Afrique parce que elle sert aussi à Pékin à se positionner dans l'environnement numérique, donc ça compte aussi. Et avec ces chiffres, par exemple, donc on voit qu'elle est suivie par de plus en plus de gens. Donc, selon de récentes études, par exemple, TikTok est passé devant certains de ses concurrents en termes de durée mensuelle de visionnage de vidéos en Afrique. Et aujourd'hui, c'est une application qui bénéficie d'une croissance rapide depuis 2018 où elle a été où elle est apparue. Donc la société à l'époque était déjà valorisée à plus de 75 milliards et aujourd'hui on est à plus de 180 milliards de dollars. En Afrique, l'application dispose souvent d'une version allégée également. Donc pour des raisons, pour des contraintes technologiques, donc cette version allégée est disponible un peu partout. Donc c'est une version de type light qui est souvent déployée dans des pays du continent africain où les internautes ont des smartphones d'entrée de gamme, donc ils peuvent, grâce à ces smartphones, c'est des smartphones qui des fois ont certaines limitations en termes de puissance, par exemple, ou sont parfois confrontés à des problèmes de lenteur de connexion. Donc, grâce à cette version light, donc les mobinautes africains peuvent aussi être sur TikTok. Ils consultent des formats vidéo, par exemple. Ils peuvent aussi poster des informations. Et ce qu'on observe toutefois, c'est que le déploiement de cette version light de TikTok comporte malheureusement de nombreuses failles en termes de sécurité. Pour revenir sur l'aspect désinformation, parce que c'est vraiment ce qui va nous occuper, ou en tout cas trouble de l'espace informationnel, vous avez mentionné que TikTok était une manière pour Pékin d'avoir un pied en Afrique. On sait que le continent africain est très convoité par des puissances étrangères encore, ouais. dans l'histoire. Oui. Mais pas les mêmes. Comment se manifeste, de votre point de vue, la désinformation, en tout cas, on va dire, l'altération de l'espace informationnel à la faveur de ces nouvelles puissances étrangères que sont la Russie et la Chine? Merci pour la question. Donc, je vais commencer à y répondre en prenant le cas du Sénégal. Donc, j'étais à Dakar récemment pour le Forum des libertés Internet, le Forum of Internet Freedom in Africa. Donc, c'est un forum annuel auquel je participe depuis quelques années déjà et qui se tenait pour la première fois en Afrique francophone, pour le souligner. Et au Sénégal, par exemple, donc TikTok, on a vu la force frappe de TikTok, en fait, l'année dernière, par exemple, où les autorités sénégalaises ont dû intervenir pour l'interdire parce que TikTok servait en quelque sorte de véhicule pour certains types de contenus qui pouvaient servir les causes, par exemple, d'un positionnement géostratégique de la Chine, par exemple. Donc, alors, tout ceci se déroulait à un tournant politique assez complexe. Donc, c'était un moment où le Sénégal s'apprêtait à la tenue d'élections. Dans le contexte, il y avait des émeutes et le Sénégal était à l'époque en proie à des protestations qui ont fait suite à l'arrestation puis à l'incarcération d'Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre. Et donc, la plateforme chinoise de vidéo avait été suspendue dans le pays en marge de ces manifestations. Alors,
en dehors du Sénégal où les autorités ont réagi voilà, pour limiter les dégâts, en termes d'influence et de manipulation. On a aussi le Maroc où également des parlementaires ont tenté d'appeler à la suppression de TikTok. Bon, ça n'a pas véritablement marché du côté du Maroc. Et puis, un peu plus loin, donc à côté, au-delà du cas du Sénégal et du Maroc, on a aussi récemment le cas de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que c'est pas directement rattaché à l'Afrique, mais c'est un cas assez intéressant parce que là, on a vu aussi qu'il y avait des actions coordonnées de la Russie et de l'Azerbaïdjan, justement pour essayer de souffler un peu sur les braises, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir au Sénégal. Donc là, TikTok en Nouvelle-Calédonie a servi également de courroie de transmission lors d'une campagne de désinformation et de faux récits qui était menée par l'Azerbaïdjan et la Russie. Donc tout ceci s'inscrit dans une sorte de guerre hybride de l'information qui aujourd'hui s'étend jusqu'aux confins du Pacifique, au Pacifique Sud et de l'Afrique. Donc justement, je voulais avoir votre avis, Kemal, sur ces campagnes de désinformation que vous avez citées à l'instant. En Afrique francophone, oui. Est-ce que vous avez un exemple d'une campagne récente, pas forcément d'ailleurs d'influence étrangère, mais d'une campagne de désinformation sur TikTok ? Ce qui a été documenté concernant TikTok, c'est qu'on a pas mal de campagnes de désinformation à l'égard des marques, parce que TikTok c'est une application qui est très intéressante pour le placement de produits, par exemple, et ce qui ressort de certaines investigations qui ont été menées sur le continent africain, c'est que de nombreuses vidéos de désinformation à l'égard de grandes marques de consommation ont été attaquées sur TikTok. Donc c'est le cas d'une marque de bière comme Heineken, par exemple, qui est présente aujourd'hui dans un peu plus d'une dizaine de pays africains, et où on a vu, par exemple, des vidéos de type complotiste, en fait, qui parlaient de l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, pour ne pas le citer, donc qui aujourd'hui investit dans la marque de bière, donc, et qui était notamment accusé de vouloir réduire la population mondiale via l'insertion de substances introduites dans la bière, par exemple. Un autre exemple aussi d'attaque contre une marque de grande consommation, c'est les pâtes Barilla qui ont été également attaquées sur TikTok, où justement, je crois qu'il y avait des vidéos qui parlaient de composants à base de poudre d'insectes, en fait, dans la fabrication de ces pâtes. Et donc, à partir de certains mots-clés, donc TikTok avait essayé de faire remonter ces vidéos pour montrer que les pâtes étaient fabriquées avec de la farine d'insectes. Donc, c'est un peu ce type de procédé qui permet de mener des attaques contre des marques sur TikTok. Et ce qu'on note au passage d'ailleurs, c'est que ce sont des marques occidentales, parce qu'on peut aussi comparer ça par exemple aux campagnes de vaccination contre la Mpox, où on a des théories du complot qui visent à démontrer mais les Blancs veulent empoisonner les populations locales en leur empêchant d'avoir des enfants, ce genre de choses. Des choses qu'on a vu circuler aussi sur d'autres médias sociaux, pas nécessairement TikTok. Est-ce que ces attaques contre des marques occidentales tombent pour vous dans la même catégorie de dénigrement de l'Ouest global ? Oui, je pense qu'on peut parler de stratégie de dénigrement de l'Ouest global. Et oui, donc on peut faire référence à ce type d'appréciation. Et au-delà de ces attaques contre des marques occidentales, on a aussi TikTok qui s'illustre assez bien dans la désinformation politique en Afrique. Et ça se passe à travers des attaques ciblées envers des communautés spécifiques, avec le recours à des faits liés à des violences préélectorales ou post-électorales pour accentuer la peur auprès des communautés qui sont ciblées, qui sont attaquées. Donc, face à ce genre de pratiques, donc le réseau social chinois a déclaré avoir supprimé près de 400 millions de vidéos de ce style en Afrique, mais en fait il s'agit d'une goutte d'eau parmi les 100 millions de clips vidéo qui sont diffusés chaque jour sur la plateforme. Et puis à côté de la déstabilisation des communautés à des fins politiques, TikTok s'est également illustré dans la manipulation des masses.
Et là, j'aimerais revenir sur un cas qu'on a observé en Australie où justement il y a une sorte d'au- d'au- d'automatisation de l'administration. Et ça pourrait se produire en Afrique aussi, où des administrations comme le Bénin sont en train de passer au tout numérique petit à petit. Donc en Australie, l'administration avait donc simplifié les démarches en ligne pour tout ce qui est PME, donc les petites et moyennes entreprises. Et les autorités australiennes ont été victimes d'une campagne de manipulation à grande échelle qui était orchestrée via TikTok. Donc cette campagne a permis de dépouiller l'État australien de près de 2 milliards de dollars via des pratiques de fraude fiscale. Donc, l'argent a été détourné par des citoyens lambda grâce à des vidéos virales sur TikTok. Donc, c'est des vidéos qui, voilà, qui circulaient à la vue de Monsieur Tout le Monde. Ces détournements de fonds ont été rendus possibles grâce à des vidéos que les internautes utilisaient pour montrer comment ils ont pu s'acheter des voitures de sport grâce à des virements reçus du gouvernement. Et ce dans un contexte où justement il y avait la promotion des activités des PME. Donc avec un simple numéro de SIRET par exemple, on pouvait faire une demande sur le site des impôts australiens en disant qu'on avait fait par exemple des dépenses pour son entreprise et donc de demander le remboursement de la TVA et de la taxe d'État sur les biens et services. Donc c'est une sorte de pratique qui peut aujourd'hui se reproduire dans le contexte africain où justement au Bénin par exemple le gouvernement fait la promotion des petites et moyennes entreprises et comme je le disais est en train de dématérialiser tout un pan de son administration et le recours à de telles vidéos sur TikTok peut être utilisé encore dans le contexte africain et ce procédé peut tout à fait marcher pour déstabiliser économiquement un État, par exemple, en fait. Ouais. Ce qu'on comprend dans ce que vous dites, Kemal, aussi en filigrane, c'est l'importance de la responsabilité des plateformes, en l'occurrence ici de TikTok, mais en général, notamment au niveau de la transparence des algorithmes, des bibliothèques publicitaires. Ça, c'est quelque chose que vous encouragez, que vous prenez chez Internet sans frontières, je crois. Oui, oui, on fait beaucoup de pression justement par rapport à la transparence au niveau des algorithmes, par exemple. Mais après, c'est un sujet assez complexe parce que les algorithmes, c'est un peu la botte secrète de ces compagnies et donc elles font tout justement pour ne pas aller dans ce sens. Euh, et, et c'est pour ça justement que plus de pression de la part de la société civile sont nécessaires et au-delà des pressions, on pense aussi à par exemple mener plus d'actions de formation. Je me rappelle par exemple que en 2021, Internet sans frontières avait aussi mis en place un programme de formation à destination de la société civile dans ce sens. On avait travaillé sur ce projet avec le National Democratic Institute, le NDI des États-Unis, et aussi le projet canadien Sentinel de Sentry. Et donc, on avait dans cette offre de formation, on avait des acteurs de la société civile de toute l'Afrique francophone. On avait la Guinée, on avait le Niger, on avait le Mali, on avait le Togo, on avait nos amis de Togo Tchèque qui étaient là aussi, donc la Côte d'Ivoire également. Donc on avait des participants de toute l'Afrique francophone qui avaient pris part à cet atelier. En fait, c'était un webinaire parce que ça s'était déroulé en ligne. Donc on avait retenu 2 jours de formation et le contenu de la formation était proposé par des gens d'Internet sans frontières. On avait aussi des modules exécutés par le National Democratic Institute et aussi des modules par le projet Sentinel. Et donc, l'initiative avait été menée dans d'autres parties de l'Afrique, enfin du continent africain. Et je me rappelle qu'en termes de comparaison, la nôtre était arrivée en première place parce que les partenaires avaient comparé un peu les interactions, les retombées. Et donc, on était arrivé à créer une sorte de webinaire qui avait suscité le plus d'engagement et le plus d'engagement, d'interaction, de réflexion en fait durant les 2 jours, parce qu'après la même pratique avait été faite avec d'autres organisations en Afrique du Nord, en Afrique anglophone, un peu partout, et aussi en Afrique australe. Et donc, on était content de voir que le travail qu'on avait mené avait été apprécié par nos partenaires et que en termes de retombées, en termes d'impact, on avait réussi aussi à produire quelque chose de fort également.
Et donc, cette force qui a été dégagée dans cet événement, c'était le fait d'éduquer les apprenants à la manière dont les algorithmes de recommandation fonctionnent, à savoir s'en méfier aussi, à pas trop les alimenter avec des intentions qui pourraient être interprétées comme «Eh, je veux voir du contenu conspirationniste», c'était ça l'idée? Oui, c'était un peu ça l'idée. Et au-delà aussi, le projet Sentinel avait mis en place justement des outils technologiques justement pour contrer un peu ce genre de menaces. Donc c'était aussi l'occasion de montrer un peu comment fonctionnaient donc ces outils et donc de permettre aussi une appropriation des associations de la société civile qui avaient pris part à notre formation également, une appropriation de ces outils par ces acteurs de la société civile également. Ouais. Alors, si on regarde le paysage informationnel en Afrique francophone, même s'il varie de pays en pays, mais il y a à gros traits, il y a des conclusions communes qu'on peut faire. C'est une prédominance de WhatsApp, donc une messagerie privée où a priori il n'y a pas d'algorithme de recommandation. Facebook qui résiste très bien et la montée de TikTok. Est-ce que vous voyez des raisons d'être particulièrement vigilant quant à TikTok parce que le médium de communication qu'il utilise, c'est la voix, la vidéo, et on sait que c'est ça qui a fait le succès de WhatsApp en Afrique, et que donc c'est un vecteur de propagation de la désinformation qui est particulièrement efficace, couplé à la recommandation algorithmique qui est cette boîte noire que vous venez de décrire, dont on ne sait pas exactement comment elle marche et quel contenu elle favorise. Alors, concernant TikTok, il faut être méfiant pour certaines raisons. Déjà, il faut être méfiant parce que c'est une application qui continue de croître de façon très rapide. Et puis, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'au-delà des personnes qui sont sur TikTok, qui bénéficient d'un compte sur TikTok, l'application est aujourd'hui en mesure de toucher quantité de gens avec des contenus. Vous avez la possibilité d'accéder à des contenus sans détenir un compte sur TikTok, par exemple. Vous pouvez être touché par la viralité de ces contenus. Alors, en général, donc l'application dispose donc cet algorithme est quand même assez puissant dans la mesure où il va aller proposer des contenus à quantité de personnes et plus le nombre de ces personnes augmente, plus il va encore les faire monter en les proposant à davantage de personnes. Donc c'est assez vicieux. Et puis il y a aussi le fait que cet algorithme a la capacité d'enfermer les gens. Donc il peut aussi créer une sorte de safe space. Et donc en termes de mobilisation, comme on a pu le voir lors de moments critiques au Sénégal, par exemple, ça peut aller très vite pour toucher des gens. Donc c'est autant de raisons qui font qu'il faut être méfiant. Après, au-delà donc de cette capacité, de ces capacités en termes de fonctionnement pour toucher des gens. Aujourd'hui, TikTok est en train d'élargir son champ d'action. Donc, on sait aujourd'hui que pour développer en fait, on sait que TikTok est en train d'évoluer vers d'autres activités. Ils essaient de se diversifier, par exemple, à travers le e-commerce dans d'autres régions déjà. Et on peut supposer qu'avec certains types de partenariats ou avec l'entrée de certaines personnes comme Xavier Niel par exemple dans le conseil d'administration de TikTok, que ça pourrait aller très vite en Afrique. Donc TikTok aujourd'hui, on sait qu'ils sont en train de se diversifier dans les jeux vidéo. Ils tentent aussi une percée sur le marché des casques de réalité virtuelle. Il y a aussi le marché de la propagande électorale et de la désinformation électorale comme j'en parlais. Et puis il y a aussi ce type de nouveaux partenariats avec l'arrivée de Xavier Niel par exemple en termes stratégiques qui peut aussi rabattre les cartes. Donc on peut aussi on sait pas exactement par exemple comment cette entrée de Xavier Niel va se caractériser, va se manifester. On sait pas trop quel rôle il va jouer au sein du conseil d'administration, mais l'arrivée d'un poids lourd tel que lui qui est très présent en Afrique déjà dans certains secteurs d'activité numérique aussi,
interroge. Donc il faut aussi rester prudent par rapport à de tels changements stratégiques qui sont en train d'être opérés sur le continent africain. Oui, Xavier Niel, on le rappelle, qui est le fondateur de Free en France et qui est devenu un des papes de ce qu'on appelle la French Tech, donc du secteur de la technologie et des startups en France, et qui est connu pour investir massivement dans les produits d'avenir. Et il a effectivement récemment investi dans TikTok. Sophie, on approfondit la question de la régulation peut-être avec Kemal, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, c'est un aspect que je voulais évoquer ou réévoquer avec vous. Sur la régulation, est-ce que vous voyez à l'avenir d'autres gouvernements que le Sénégal, que vous avez cité, interdire ou suspendre l'usage de TikTok chez eux, justement parce que la plateforme pourrait leur faire peur? Alors, au niveau du Kenya, par exemple, où TikTok a posé pas mal de dégâts durant les périodes électorales, donc TikTok est aussi dans le viseur des autorités. Et donc, il y a eu pas mal de pression également du côté kényan pour essayer de mettre en place des tentatives de régulation. Et puis, en Somalie également, par rapport aux menaces terroristes, il y a eu des actions aussi. Donc, tout ça, ça peut donner des idées. Ça peut donner des idées en termes de régulation à d'autres pays. Donc après, c'est vrai que les dirigeants de TikTok essayent d'éviter toute action qui pourrait leur être préjudiciable en termes de régulation. Donc on a vu récemment, par exemple, qu'ils se sont rapprochés de certaines institutions comme l'Union africaine pour essayer de mettre en place des partenariats, pour montrer qu'ils sont sensibles à la question de la désinformation et qu'ils essayent de travailler main dans la main avec de telles institutions en Afrique. Mais après, c'est vrai que les actions qu'on observe ça et là sur le continent africain, au Kenya ou au Sénégal ou encore en Somalie pourraient donner d'autres idées. Au niveau d'Internet sans frontières, nous pensons toutefois que la régulation est importante et il faudrait aller vers cette régulation de toutes les façons et essayer en plus de mettre en place d'harmoniser les choses au niveau sous-régional et ensuite régional. Donc c'est un peu vers cette tendance que nous pensons qu'il faille aller. Et quand je regarde par exemple ce qui se passe actuellement du côté du Nigeria avec les tentatives de réguler un peu des concurrents à TikTok avec la possibilité de donner même des amendes. Je pense qu'il faudrait aller dans ce sens en fait parce qu'aujourd'hui il y a toute une économie souterraine qui est en train d'être bâtie par ces géants du numérique et TikTok aussi a la possibilité donc d'évoluer dans ce schéma. Et aujourd'hui on a vu par exemple qu'au niveau du Nigeria donc une instance de contrôle était parvenu à infliger une amende. Donc c'est vrai qu'après des discussions, ça a été revu un peu, ça a été fractionné. Mais je pense qu'il faudrait aller vers ce sens donc aujourd'hui parce que on observe des mutations dans les paysages informationnels africains et il faudrait justement que ces instances de régulation aujourd'hui se mettent à niveau de ces changements et puissent aller toucher d'autres secteurs d'activité et comme on a pu le voir au Nigeria, donc essayer de tenir face aux pratiques de manipulation, de désinformation que des acteurs comme TikTok ou d'autres réseaux sociaux peuvent mener en Afrique, tout en continuant à engranger des sommes faramineuses derrière, en fait, oui. Alors on voit que de votre point de vue, voilà, la méfiance est de mise quand on doit observer les plateformes comme TikTok pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans le podcast. Est-ce qu'il y a tout de même des raisons d'espérer sur l'utilisation de ce vecteur très efficace d'information pour l'éducation aux médias, pour la lutte contre la désinformation, ou est-ce que, de votre point de vue, les désinformateurs seront toujours plus rapides sur TikTok ? Alors, ce qu'on observe, c'est que il y a des actions qui sont mises pour essayer de contrer les menaces en termes de désinformation. Dans le même temps, les acteurs aussi évoluent pour essayer de trouver d'autres terrains pour continuer à faire à mener leurs activités. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester en alerte permanente parce que c'est une activité qui est si lucrative que quand vous tentez d'encadrer donc certaines menaces, ces réseaux, ces sociétés en fait sont toujours en train de chercher d'autres manières de contournement. Donc, il faut rester en alerte. Et je pense que en termes
En termes de travail, il y a plus d'efforts, par exemple, qui devraient être faits dans le fact-checking. Je sais qu'aujourd'hui, TikTok a pris un virage, par exemple, pour réduire, par exemple, les postes de modération en interne, en expliquant qu'il souhaitait se réorienter vers une meilleure modération des contenus en ligne en se reposant, entre autres, sur des solutions automatisées. En fait, c'est peut-être intéressant, mais quand on sait, par exemple, que des réseaux sociaux comme TikTok, en fait, utilisent des modérations. En fait, quand on sait que la modération humaine, en fait, c'est vraiment ça qui permet de faire exister l'intelligence artificielle, et que c'est cette modération humaine qui continue de faire vendre un mythe d'une certaine automatisation de l'intelligence artificielle. Donc, il faut justement mettre encore plus d'efforts, par exemple, dans le fact-checking. Alors, l'AFP et l'agence France Presse avaient lancé un partenariat avec TikTok, par exemple, afin de fournir des services de vérification des faits. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie, donc s'appuyer sur l'expertise éditoriale de l'AFP en matière d'investigation numérique pour vérifier les vidéos qui potentiellement peuvent être fausses, trompeuses sur une plateforme telle que TikTok. Donc c'est un partenariat sur lequel il faut mettre encore plus de moyens, continuer dans cette voie, surtout quand on voit le virage stratégique qu'ils sont en train de prendre, par exemple à travers la réduction des postes de modérateurs. Et donc je pense que c'est une chose qu'il faut continuer à encourager. Je sais aussi que au-delà de l'AFP, donc il y a aussi au Bénin, par exemple, il y a un projet de la sorte qui avait été mis en place par rapport au contrôle de la désinformation. Donc, et vous avez aussi en Afrique de l'Ouest d'autres projets de la sorte qui sont en place et qui font des efforts colossaux en termes de lutte contre la désinformation. Donc, le fact-checking continue d'être une solution efficace face aux menaces en termes de désordre de l'information en Afrique. Ouais. Très bien, donc si je résume votre position, Kemal, TikTok est là pour rester en Afrique comme ailleurs, et comme l'ouragan a plutôt tendance à être assez puissant, on a tout intérêt à se barricader et à commencer à imaginer des contre-mesures, qu'elles soient régulatoires ou, comme on vient d'en parler, de protection de l'espace informationnel via le fact-checking, l'éducation aux médias. Merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous, Kemal. Merci infiniment, c'était un plaisir d'être avec vous pour cet entretien. Ouais. Merci Kemal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et retrouvez toutes les actualités d'Odile sur le site odile.org, odil.org, et sur X Odile Plateforme.